Bonsoir, ravi d'être avec vous en direct et en français sur i24 News. Merci à ceux qui nous rejoignent, notamment sur YouTube et X. On va tout de suite rejoindre Mathias Inbar, notre expert défense à i24 News. Mathias, on va revenir sur cette information qui vient d'être révélée, ou plutôt confirmée, disons, par un des membres de cette fameuse assemblée chargée de désigner le fameux nouveau guide suprême iranien. Il semble que ce soit finalement bel et bien le fils de Khamenei. C'est pas vraiment une surprise et c'est un profil que l'on connaît bien. Oui, c'est un profil que l'on connaît bien, surtout les Iraniens le connaissent bien finalement, parce que vous pouvez poser la question à tous ceux récemment qui sont arrivés en France dans les dernières années et ceux qui ont connu Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei. Ils vous diront tous que c'est un homme cruel, que c'est un homme qui est considéré comme un boucher, pire que son père, et qui avait des liens avec notamment Ebrahim Morsi, qui était lui-même considéré comme le boucher de Téhéran, qui avait lui-même décidé des exécutions sommaires dans la prison d'Ervin. Donc vous voyez bien le personnage, un personnage notamment qui est considéré comme cruel, mais également corrompu. Il aurait, selon plusieurs sources, une maison par exemple à Londres de 50 millions de livres sterling, alors que les habitants de Téhéran ont du mal à parfois joindre les deux bouts, parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'il y a des sanctions. Ce dernier se permet d'avoir des maisons de ce prix-là, un petit peu comme finalement toutes les familles de dictateurs. Tel était le cas de la famille Al-Assad, tel était également le cas de la famille de Yasser Arafat, qui a des maisons et qui continue d'avoir des biens immobiliers en France. Tel est le cas de Mojtaba Khamenei. On se rappelle quand même cette phrase de Israël Katz, le ministre de la Défense, qui avait dit « Tout leader qui sera nommé à la tête du régime terroriste, qui défiera Israël, les États-Unis, le monde libre, les pays voisins, et qui opprimerait l'Iran ou le peuple iranien, sera une cible légitime. » Comprendra qui pourra. Alors, vous avez aussi, comme nous, suivi le point de situation du porte-parole de Tsahal tout à l'heure. Il a notamment évoqué la destruction du QG de l'armée de l'air du régime islamique. Ça va se poursuivre comme ça. Il l'a confirmé aussi. Il a dit que ça allait prendre un certain temps. Des spécialistes disent 3 semaines pour continuer à détruire la banque de cibles. Entre 3 et 5 semaines, c'est-à-dire qu'il va falloir, sans aucun jeu de mots, s'armer de patience, Christopher, parce que effectivement, selon certains diplomates, on parlerait de 5 semaines, selon le général Zamir et surtout le porte-parole de l'armée, le général de brigade Effé Defrim, on irait au moins jusqu'à 3 semaines d'opération. Alors pour être tout à fait précis, effectivement, Effé Defrim a confirmé la destruction du QG des forces aériennes et gardiens de la Révolution en plein cœur de Téhéran. Pourquoi c'est important? Parce que ça rompt la chaîne de commandement et la neutralisation donc du centre du programme balistique, des missiles balistiques et les drones en plein cœur de Téhéran. On savait que le commandant de cette armée de l'air avait déjà été éliminé pendant la guerre des 12 jours, c'est le général ami Ali Khajizadeh. Et puis surtout, ça impacte le plan de planification ou de replanification de ce programme balistique, dont on sait pertinemment qu'il est une arme cruciale dans l'expansion des gardiens de la Révolution dans toute la région. Donc voilà ce type de cible qui est très importante pour l'armée israélienne et pour l'armée américaine. Alors troisième peut-être et dernière question, Mathias, c'est sur ces fameuses infrastructures pétrolières. On voyait déjà ces images tout à l'heure. Israël a confirmé avoir visé des infrastructures pétrolières et du coup, il y a ces menaces du régime islamique. Pourquoi viser ces infrastructures stratégiques ? Alors ces infrastructures n'avaient pas été visées en mai dernier pendant la guerre des 12 jours, tout simplement parce que souvenez-vous de cette conférence de presse, je suis persuadé que vous vous en souvenez, Donald Trump qui dit je vais pas le dire le mot, les pilotes israéliens sont en train, ça vous fait sourire, mais c'était vraiment le cas. Que font les pilotes israéliens en direction de Téhéran? Ils étaient au nombre de 100, ces pilotes israéliens, et ils étaient en route pour viser notamment le Parlement et les centres de raffinerie pour frapper l'économie terroriste des gardiens de la Révolution. Alors à l'époque, il y avait eu donc cette décision stricto sensu de Donald Trump d'arrêter
la guerre à ce moment-là. Et là, effectivement, les responsables sécuritaires et militaires israéliens et politiques israéliens ont bien fait comprendre à Donald Trump que sans aller dans la poche, les porte-monnaies, l'oxygène des gardiens de révolution, c'est-à-dire l'argent, eh bien, ça ne servait à rien aussi de mener une guerre. Et c'était ça, véritablement, l'une des phases 2 du plan d'Israël dont parlait le général Eyal Zamir. C'est exactement ça, s'en prendre à l'économie terroriste du régime iranien. Merci beaucoup, Mathias Inbar, expert défense i24News. En ligne avec nous, le général de brigade de réserve Israël, Relik Shavir. Bonsoir, vous êtes ancien pilote de combat dans l'armée israélienne. On va d'abord peut-être revenir sur ce qui se passe dans un avion de chasse israélien. Qu'est-ce qu'on peut raconter de ces trajets entre Israël et l'Iran? On peut imaginer que c'est une sacrée opération. C'est 2000 kilomètres entre Jérusalem et Téhéran. La distance est d'environ 1600 km et c'est une distance qui s'est beaucoup raccourcie parce que nous passons par la Syrie et donc c'est un vol pratiquement direct du nord d'Israël vers la Syrie. Et ensuite, après décollage, ils peuvent reprendre du carburant avec les Israéliens et les Américains. Et comme beaucoup de carburant est utilisé depuis le décollage et jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur de 30 000 pieds, eh bien, il faut évidemment reprendre du carburant pour remplir les réservoirs. Et donc, il y a à peu près 1 heure de temps pour agir en Iran. C'est ça le plus dur, c'est ce fameux moment où il y a ce ravitaillement en plein vol? Non, c'est pas la chose la plus difficile. Mais c'est une des choses préparées. Le plus difficile, c'est le temps. Être assis 5 ou 6 heures dans un avion de chasse, c'est extrêmement inconfortable. Mais si déjà il faut choisir, si vous voulez choisir entre un F-15 ou un F-16, le F-16, c'est le meilleur avion parce que là, le siège est 30 degrés incliné vers l'arrière, comme à la maison dans un bon fauteuil par rapport au F-15 où c'est le même siège mais où on est assis à angle droit et c'est très inconfortable de voler comme ça de longues heures. Ensuite, l'action en tant que telle, en Iran, à Téhéran, ça c'est déjà une action que les pilotes de chasse ont l'habitude de mener et on pourra en parler plus avant si vous le souhaitez. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces actions au-dessus du ciel de Téhéran? On parle beaucoup de la supériorité aérienne israélo-américaine dans le ciel de Téhéran. Ça joue aussi, on l'imagine, dans ce genre d'opération et dans le confort, entre guillemets. On parlait du confort des pilotes. Bien sûr, le confort, c'est pas vraiment la chose la plus importante. Mais si l'on veut qu'un pilote revienne 2 fois par jour pour des vols de 5-6 heures, il faut s'occuper des conditions physiologiques pour qu'il ne soit pas épuisé et puisse continuer sur le long terme, ce qui n'est pas facile. Mais il s'agit de voir comment une première vague d'action et d'attaque a lieu. D'abord, il y a les F-15 avec la supériorité aérienne. Si quelqu'un décolle, eh bien, il y a une menace aérienne et ils sont la première défense. Ensuite, la vague suivante, c'est 3-5 minutes plus tard, les F-35 qui, en fait, avec leur radar, voient les cibles de manière précise à plus de 100 km de distance et peuvent tirer des lanceurs de missiles et peuvent voir si le lanceur est prêt avec un missile et alors ils le ciblent par leur radar et transmettent sa position et ses données aux avions F-16 et F-15 qui peuvent alors tirer sur lui des missiles de croisière ou des bombes à laser et aussi des bombes avec GPS qui peuvent cibler précisément tout cela dans un réseau où les avions en fait dialoguent et parlent entre eux et un peu comme nous connaissez les jeux de Fortnite qui travaillent ensemble, sauf que ça se passe en l'air, dans les airs et vous avez le casque qui fait partie aussi
du système d'armement et que l'on peut utiliser. Donc l'armement peut être lié à ce que voient les yeux ou bien ce que voit le radar. Et donc tout cela combiné, une technologie en plein combat où les pilotes doivent faire ce qu'il faut dans une structure de beaucoup d'avions ensemble. Une escadrille, si vous voulez, ça demandait énormément d'entraînement, énormément de connaissances et de technologies. Bon, grâce à vous, on avait l'impression d'être nous-mêmes dans ces cockpits. Merci pour cette analyse expertise sur ces avions de chasse. Alors sur le côté opérationnel maintenant, comment vous voyez ces frappes, notamment sur des dépôts pétroliers, sur des infrastructures du régime iranien? Ça fait partie de cette banque de cibles dont parle le chef d'état-major, par exemple, et il y en a encore beaucoup. Écoutez, quand on parle de banque de cibles, en fait, nous cherchons le moyen de faire, je ne parle pas de choses claires comme les installations nucléaires, les installations de missiles sol-sol, que nous essayons de détruire au maximum avec beaucoup de renseignements, qui nous vient aussi des satellites et d'autres types de renseignements qu'on ne détaillera pas plus avant. Et donc, les infrastructures, comme par exemple... Et je crois qu'on a perdu la connexion avec Israël Aurélique Shafir. On remercie Israël Aurélique Shafir d'avoir été avec nous, ancien pilote de combat et général de brigade de réserve de l'armée israélienne. On va aller ici avec vous, Jonathan et Shani. Jonathan, je vais me tourner vers vous. Peut-être parler de ce délai de 3 semaines, 5 semaines. C'est vrai que ça peut paraître long, mais c'est ce qu'il faut, a priori, pour tenter de faire tomber un régime iranien qui, semble-t-il, est en train de tomber. En tout cas, il y a moins de coordination. Hier, le Premier ministre israélien a parlé de détermination et de résilience. Détermination et résilience du peuple israélien, de la société israélienne, l'opinion publique israélienne vont offrir un crédit temps, je dirais, illimité à Tsahal pour remplir les objectifs de cette opération rugissement du lion. On l'a vu, les Israéliens gardent leur sang-froid, gardent leur calme, respectent les directives de la défense passive, vont s'abriter dans les diverses mamades, les divers abris de Tel Aviv ou d'ailleurs, et cela renforce l'appareil sécuritaire israélien, l'appareil de défense israélien, et cela donne aussi de la force au peuple iranien. Si le peuple iranien voit que la population israélienne garde cette force et garde cette détermination, garde ce calme et garde cette résilience, alors ils seront, motivés à sortir dans la rue. On est dans une sorte de cercle vertueux de relations comme ça entre la population israélienne et le peuple iranien au regard de cette durée de la guerre qui devrait durer entre 3 et 5 semaines selon les dernières informations. 3 et 5 semaines, c'est jusqu'à Pessah, ça avait été dit quasiment dès le début par les autorités israéliennes. Alors, si on parle des installations pétrolières, Shani, c'est parce que c'est vrai que ce sont des images qui ont fait le tour du monde, qui ont été beaucoup commentées, des images de fumée noire avec de la pluie de pétrole quasiment sur Téhéran. On a beaucoup vu ces images circuler. Exactement, et des images surprenantes puisqu'il y avait des flaques sombres qui étaient visibles dans plusieurs quartiers de Téhéran. Cette situation, évidemment, fait suite aux frappes israéliennes qui ont été menées la veille contre des installations de stockage de carburant qui étaient utilisées par le régime iranien. Selon les informations qui avaient été publiées, on parle d'une trentaine de réservoirs qui auraient été visés dans la région de Téhéran et plusieurs dépôts pétroliers qui ont été visés dans d'autres zones du pays. Mais on voit surtout, Christopher, une évolution stratégique qui a été assez importante, puisque jusqu'à présent, ce qui était visé par l'armée israélienne, c'était principalement des sites militaires, des bases ou des capacités qui étaient liées aux missiles. Et en ciblant à ce moment-là les infrastructures énergétiques, eh bien, Israël s'attaque désormais aux autres capacités du régime, c'est-à-dire le carburant, la logistique, les chaînes d'approvisionnement. Donc, autrement dit, il ne s'agit plus seulement de détruire des armes, mais aussi de limiter la capacité de l'Iran à soutenir ses opérations et ses frappes dans la durée. Et ensuite, il y a aussi un message stratégique de la part d'Israël, c'est-à-dire que quand Israël frappe des infrastructures en plein cœur de Téhéran, à ce moment-là, on voit que ces installations ne sont plus totalement hors de portée.
Merci Chani. On va évoquer à présent les cibles, cette fois-ci, de Téhéran. Les cibles de Téhéran, c'est évidemment ici Israël. On a vu encore ces débris de missiles tomber aujourd'hui. Mathieu Winding est avec nous. Bonsoir Mathieu. L'Iran s'en prend donc au radar également des bases américaines du Moyen-Orient et des drones Shahid souvent sont utilisés. Cette technologie à Bakou se révèle très destructrice sur les installations pourtant high-tech des États-Unis. Oui, bonsoir Christopher. Donc, pour son réseau de défense aérienne, l'armée américaine utilise des technologies de maintes fois mentionnées sur notre antenne, les systèmes THAAD et Patriot qui interceptent les missiles, les drones et les roquettes lancées par l'Iran. Et ces batteries ont besoin de systèmes radars donc pour la détection des drones et des missiles qui s'approchent. Ces radars sont rares et coûteux. Par exemple, lors de l'une des attaques iraniennes les plus importantes, celle qui a touché la base américaine au Qatar, un système radar a été rendu inopérant par un drone. Il faut à noter que les radars américains ont aussi été ciblés en Jordanie et en Turquie et plusieurs problèmes se posent pour les systèmes de défense anti-aérienne classiques. Ces drones iraniens sont unidirectionnels et exposés à l'impact. Ils volent bas et lentement. Ils sont difficiles à détecter et à intercepter. Et on rappelle qu'ils ont frappé les installations pétrolières, les bases américaines et même des tours résidentielles dans le Golfe. Alors, la meilleure solution pour contrer ces drones, elle pourrait venir d'Ukraine. L'armée ukrainienne a dû faire face aux mêmes appareils qui ont été livrés à la Russie. Et le président ukrainien s'est dit plusieurs fois déjà prêt à aider les pays qui feraient appel à lui. Oui, Christopher, l'administration Trump a donc besoin des connaissances pratiques de l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a posté ce message sur X jeudi dernier. Nous avons reçu une demande des États-Unis pour un soutien spécifique en matière de protection contre les drones Shahid au Moyen-Orient. J'ai donné des instructions pour fournir les moyens nécessaires et assurer la présence de spécialistes ukrainiens capables de garantir la sécurité nécessaire. Le président ukrainien explique que son pays a développé de nombreuses tactiques d'interception contre les drones Shahid, la détection rapide, l'identification de la trajectoire de vol et finalement l'interception. L'armée ukrainienne sait s'adapter au type de drone auquel ses soldats sont confrontés. Voilà plus de 4 ans que Moscou envoie des drones iraniens sur les soldats et les civils ukrainiens. Kiev a donc développé une expertise unique au monde face à cette menace. Merci beaucoup Mathieu Winding en ligne avec nous. Et nous sommes également en direct avec Aria Gémeaux. Bonsoir, vous êtes activiste kurde. Merci d'être avec nous en direct et en français ce soir sur Actu24 News. Comment vous vivez ces derniers développements, cette dernière semaine ici depuis le Moyen-Orient, en tout cas ce qui se passe ici au Moyen-Orient? Écoutez, elle est historique pour la région. Elle est historique parce qu'on a le régime des mollahs en Iran qui vacille depuis des décennies d'oppression sur différentes populations au niveau du Moyen-Orient, différentes déstabilisations de différents pays voisins. Donc, on observe ça avec énormément d'intérêt et de curiosité, étant donné que la communauté kurde est prise pour cible plus que toutes les autres, en fait. On parle souvent de l'aéroport de Dubaï, du Bahreïn, etc. Mais en réalité, le pays frontalier qui est tout de suite le plus touché, c'est l'Irak et surtout la région autonome du Kurdistan, qui se trouve au nord, qui subit le plus de frappes et le plus d'attaques sur l'ensemble du territoire. Non seulement on est frontalier avec l'Iran, mais en plus, on est utilisé comme des forces géopolitiques dans la région. On l'a déjà vu avec le cas en Syrie, et là maintenant c'est le cas en Iran. Donc on est sujet à tous les feux. Déjà, les Kurdes d'Iran et les différentes parties étaient déjà sous l'oppression. Maintenant, on est dans le viseur. Donc on observe ça avec de la grande attention. Et les Kurdes, ils vont se positionner pour pouvoir se protéger parce que déjà depuis des décennies et surtout ces dernières semaines, on est pris pour cible. Alors justement, on avait évoqué, il avait été évoqué une implication des Kurdes, notamment d'Irak. Donc, est-ce que ce serait une bonne chose, selon vous, que les Kurdes aillent se battre contre le régime islamique ou encore une fois, ce serait une sorte d'instrumentalisation de la communauté internationale de ce peuple, l'un des seuls peuples qui n'a pas son pays encore aujourd'hui? C'est ça. Et en fait, quand vous regardez, on se fait déjà attaquer, massacrer, oppresser. Donc, comment est-ce que vous attendez qu'un peuple qui subit ce genre d'exactions ne se soulève pas, ne se protège pas? La moindre des choses, c'est de se protéger, de se préserver. Pas seulement les populations, mais les terres également, l'identité et ainsi de suite. Donc, on a l'habitude, malheureusement, la communauté kurde, d'avoir cette oppression depuis déjà des décennies, ce qui a permis aux Kurdes de se structurer aussi bien politiquement que militairement, et ce qui donne en fait aujourd'hui la force qu'ont les Kurdes sur les différents États qui sont occupés, donc que ce soit la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Les Kurdes sont organisés et structurés et donc sont vus comme une carte géopolitique
à utiliser à un moment ou à un autre. Mais les Kurdes, eux, ils se positionnent uniquement pour leur propre intérêt, pour se protéger eux-mêmes. Et bien entendu, au bout d'un moment, quand le régime va vaciller d'autant plus, les Kurdes vont se protéger parce qu'ils sont déjà ciblés depuis des décennies, et je le rappelle, depuis ces derniers jours en particulier. Oui, en Irak, en Iran, en Syrie, en Turquie également. Est-ce qu'il est temps, selon vous, que un pays, un Kurdistan, un pays concret, un État, se concrétise avec la chute du régime islamique? C'est une opportunité ou pas, selon vous? Cela peut être une opportunité. Après, au niveau géopolitique international, il y a d'autres choses à voir. Il y a également le voisin turc qui verra ça d'une très mauvaise, malheureusement d'un très mauvais œil. Donc après, il faut être pragmatique, réaliste. Aujourd'hui, en Iran, et c'est le modèle qu'ont poussé les Kurdes, notamment en Irak, notamment en Syrie, c'est le fédéralisme. Pour ne pas heurter les sensibilités des nationalistes, alors que c'est des pays qui existent depuis 100 ans, qui ont été reconstruits comme État-nation, qui est une manière moderne de souveraineté sur un territoire. Mais bon, ces personnes-là s'attachent à une carte qu'on leur a dessinée et donc veulent la préserver. Donc n'allons pas forcément directement sur la sensibilité de ces personnes-là, essayons simplement de protéger l'identité, le peuple et les terres kurdes qui sont à risque depuis déjà plus d'un siècle maintenant. Alors justement, est-ce que vous parlez avec ces Kurdes en Iran? Vous avez des contacts en Iran, même en Irak? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les contacts en Iran, c'est très compliqué. Les contacts dans la diaspora, la communauté kurde, elle s'est énormément structurée au fur et à mesure des crises, et en particulier celles qui ont été récentes. Donc ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est que les Kurdes, aussi bien qu'ils soient sous occupation en Turquie, en Syrie, en Irak ou en Iran, en fait, on travaille ensemble, on communique ensemble, et on essaie de se protéger parce qu'on est tous dans le même bateau. On est ciblés depuis des décennies juste parce qu'on est kurde. On a été labellisé à travers tous les noms que vous pouvez imaginer. Ça va aller du diable, ça va aller du sioniste, ça va aller du juif, ça va être de l'américain. On nous a labellisés avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc à un moment, quand vous êtes exclu et ciblé, eh ben, vous vous regroupez et vous travaillez et vous vous protégez. Donc aujourd'hui, les Kurdes, moi je suis kurde de Syrie, bien entendu, totalement solidaire des différentes composantes kurdes qui sont sous d'autres États souverains aujourd'hui. Donc les Kurdes d'Iran, on est en contact avec eux, on essaie de les aider. Les Kurdes d'Irak, pareil. Les Kurdes de Turquie, pareil. Et on continue ça. Merci beaucoup, Arya Jamo, d'avoir été avec nous. Arya Jamo, toujours un plaisir de vous avoir, évidemment, sur cette antenne. Et c'est dans ce contexte que l'Élysée a annoncé un déplacement d'Emmanuel Macron à Chypre. Allons rejoindre à Paris notre correspondante Anna Papiachvili. Bonsoir Anna. Le président français se rend donc sur l'île frappée par le régime islamique pour montrer sa solidarité. Bonsoir Christopher, absolument. Dès demain, le président de la République se rend dans cette île de la Méditerranée. Il rencontrera à Paphos son homologue, le président de la République, ainsi que le Premier ministre, afin, vous l'avez dit, de manifester donc sa solidarité et de détailler les mesures aussi visant à renforcer avec les partenaires européens la sécurité autour de Chypre et en Méditerranée orientale en vue de contribuer à la désescalade dans la région. Voilà ce qu'a déclaré l'Élysée. Et puis la France a insisté sur le fait aussi que sa position dans la région était strictement défensive. Vous l'avez rappelé, lundi, Chypre a été la cible de drones de fabrication iranienne, ce qui a conduit Emmanuel Macron à envoyer le porte-avions français Charles de Gaulle en Méditerranée et une frégate et des unités de défense aérienne à Chypre, comme d'autres pays européens ont envoyé des navires militaires pour soutenir les préparations de la protection de cette île. Alors cette visite à Chypre, ça permettra également au président de la République de souligner l'importance de garantir la liberté de navigation et la sécurité maritime de la mer Rouge au détroit d'Ormuz. Voilà ce qu'a précisé l'Élysée. Ça sera aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'évoquer la sécurité des ressortissants européens dans la région et accompagner aussi les opérations de rapatriement. Alors depuis le début du conflit, Emmanuel Macron multiplie les échanges diplomatiques. Cet après-midi, le président français s'est entretenu avec son homologue égyptien pour faire donc le point sur cette situation au Moyen-Orient et lui témoigner de la solidarité de la France. Ils ont également évoqué le Liban et à vouloir agir tous les deux pour éviter l'escalade à tout prix et de revenir au cessez-le-feu. Et puis la situation à Gaza,
et en Cisjordanie a également été abordé. Et puis les deux appellent évidemment à cette désescalade dans la région. Ensuite, il s'est entretenu, Emmanuel Macron, avec l'émir du Koweït pour lui apporter le soutien de la France. Et puis là, il y a quelques instants, Emmanuel Macron a échangé au téléphone avec le président iranien Massoud Pezeshkian et il a demandé évidemment à l'Iran de cesser immédiatement ses frappes contre les pays de la région. Il lui a également demandé de garantir la liberté de navigation en mettant fin à la fermeture du détroit d'Ormuz. Et puis, il a réitéré, Emmanuel Macron, ses vives préoccupations concernant le développement des programmes nucléaires et balistiques de l'Iran. Et puis, il a demandé à Massoud Pezeshkian une solution diplomatique plus que jamais nécessaire pour répondre à cette crise dans le Moyen-Orient. Et puis, l'Élysée nous l'a fait savoir qu'Emmanuel Macron s'est également entretenu avec le président américain Donald Trump, mais pour le moment, aucun détail n'a été donné par la présidence. Merci beaucoup, Anna Papiachvili, correspondante i24 News à Paris. Et concernant justement cette déclaration et ce communiqué de l'Élysée sur la rencontre avec Pezeshkian, ça se termine par « On a décidé de rester en contact ». Ça résume plutôt bien l'échange. Reste avec nous, on revient juste après une courte pause, suite de cette édition spéciale. À tout de suite.